Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Les plus grands polyglottes au monde partagent le même secret. Kalashit Nunat. Ces personnes qui nous émerveillent par leur maîtrise de très nombreuses langues étrangères. Let me tell you. And that's why we are here. Ah oui, c'est bien. Nuniagan Nilak, Kigunakan Narsina Nanilu, Kalashi. Ah bravo, c'est très très bien. Emmanuel Macron qui soutient la mesure. For sure. Il est polyglotte, il a appris 10 langues en autodidacte. Everybody knows the rules. Ah très bonne idée, monsieur le président, fallait y penser. I don't like what you did in front of me. Mais comment il y a encore des esprits grincheux qui ne peuvent pas dire que nous avons le meilleur président de la République que nous avons eu de toute l'histoire de France, depuis la royauté. Vous avez vu, il parle 10 langues, 15 langues, il parle le kirghize, le bantou, le soudanais, il connaît tout. C'est Emmanuel Macron, il parle. Vous osez dire qu'il ne fait rien? Non. Il fait tout en kirghize, il fait tout en croate, il fait tout en Groenland. Il est glacial, il est chaud comme la braise. Et nous l'aimons, Emmanuel Macron, c'est pour ça que nous sommes là. Et oui, bienvenue sur Sud Radio. André Berkoff est en pleine forme aujourd'hui, chers auditeurs. Et comme toutes les semaines, André, l'actualité vous met dans tous vos états. Et pour cause, cette semaine, on peut le dire, le réel a encore frappé très fort, André. Écoutez, non seulement il frappe les France, c'est devenu quotidien. Vous avez vu, hier, c'était les chiffres de l'immigration. Aujourd'hui, c'est les chiffres de l'insécurité. Je vous assure, c'est pas nous qui faisons cette corrélation. Non. On a des chiffres, ils tombent comme à Gravelotte. Là, c'est le tsunami. On va en parler avec Nicolas Pouvremonti et il y a vraiment de quoi dire. Et je ne sais pas s'il y a de quoi faire. Et puis, nous allons parler aussi, évidemment, de Ségolène Royal en Algérie. Comment pourrions-nous ne pas parler de Ségolène Royal en Algérie, qui est en train de tout arranger. Je ne sais pas si elle a pu libérer Christophe Glaise, le journaliste Christophe Glaise, qui est en prison pour 7 ans en principe, mais on va en parler bien sûr. Et puis Boualem Sansal, l'Académie française, et là nous sommes très heureux. Voilà, il a été élu hier à l'Académie française, Boualem Sansal. On aurait aimé qu'il le soit plus tôt, pendant qu'il était en prison, notamment à Alger. Mais c'est fait. Et puis Sarah Knafo sur France Info, intéressant, face à des journalistes. L'inscription des gardiens de révolution sur la liste des organisations terroristes, ça a pris du temps, mais c'est fait. Et la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, vous savez que ça nous coûte 4 milliards d'euros l'audiovisuel public, c'est nous qui payons, les cochons de payants. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Non, on ne donne pas les salaires. Ah non, on va quand même donner pas nos salaires, ça va pas la tête. Et puis Macron, bien sûr, et puis la culture dans tous ses états. On va parler de l'Europe et de l'Union européenne, Céline. Et oui, on va en parler avec Guylain Benassa, avocat, docteur en droit, qui publie un essai remarquable, André. Il va nous raconter en fait l'histoire secrète des hommes qui ont vendu et qui vendent toujours la France à l'Union européenne. Il sera notre invité. Par appartement. Exactement. On vous donnera la parole en direct. Prenez-la en direct de midi à 14h. Chers auditeurs, réagissez à tous les sujets qu'André Berkoff au 0826 300, il faut le rappeler. Au exactement. 0826 300, Appelez-nous 300. tout de suite. On vous donne la parole dans quelques instants. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. La maison c'était la guerre, sûr qu'elle avait raison, y avait rien à perdre, oh non, excepté la vie. Je suis née ce matin, je m'appelle, merci
Et oui, merci André Berkoff, cette petite Nigérienne née le 21 mars 2017 sur un bateau de migrants en Méditerranée. Eh bien, cette semaine, le sujet de l'immigration a encore fait débat, André, et pour cause, les chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur mardi montrent une réelle augmentation des titres de séjour, notamment. Oui, pas seulement des titres de séjour. Ce qui se passe, c'est que quand on voit les chiffres provisoires sur l'immigration, donc ça, c'est sorti, chiffres officiels donnés par le ministère de l'Intérieur, nombre de titres de séjour en cours de validité dépasse désormais les 4,5 millions. C'est une hausse globale de 3,2% en un an. Alors, on va détailler cela, mais titres de séjour valides pour motifs humanitaires, les titres de séjour accordés, les nouveaux titres, etc. Nicolas Bouvremonti, bonjour. Bonjour. Je rappelle, et on vous reçoit toujours avec plaisir, parce que vous êtes directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Alors, ces nouveaux titres, on en a parlé depuis 48 heures. C'est une véritable hausse. C'est une hausse très nette, sans bavure, j'allais dire. C'est une hausse très nette. Et quand il s'agit de commenter les chiffres de l'immigration, beaucoup de Français pourraient avoir l'impression d'être bloqués dans une sorte de jour sans fin. C'est-à-dire que d'année en année, les records historiques d'immigration sont battus et 2025 n'a pas fait exception. Il n'y a jamais eu autant d'immigration en France que l'année dernière. Le précédent record datait de 2024, donc l'année avant-dernière. Chaque année, ça augmente. Absolument. Alors, c'est une dynamique de hausse structurelle qui ne date pas des toutes dernières années. Vous voyez, 384 000 premiers titres de séjour, nouveaux titres de séjour accordés l'an dernier. À titre de comparaison, on en accordait 120 000 par an à la fin des années 90. Donc, c'est un nombre qui a triplé en 25 ans. Triplé en 25 ans. Avec une hausse l'an dernier de 11% sur un an. Une hausse qui est l'an dernier essentiellement portée par les titres de séjour liés au droit d'asile qui ont augmenté de quasiment 70% en un an, les nouveaux titres de séjour sur ce fondement-là. 70% en un an. Absolument. Non, et ce qui est notable à l'inverse, c'est que la seule grande catégorie d'immigration qui est en retrait, c'est l'immigration économique, ce qu'on appelle l'immigration de travail, qui est déjà structurellement minoritaire en France, mais qui a baissé l'an dernier de l'ordre de 12%. Et c'est vraiment le paradoxe, parce que c'est la seule immigration que les responsables politiques, dans une large part, assument de vouloir promouvoir. Or, absolument, c'est la seule... en disant c'est ça qui rapporte à la France l'immigration économique. Tout à fait. Donc la majorité, c'est quoi ? Quelles sont les causes, enfin les causes officielles présentées ? Alors, quand on regarde les grands motifs d'octroi de ces titres de séjour l'an dernier, le premier motif, c'est le cas depuis 2022, c'est le motif étudiant. C'est-à-dire que le nombre de nouveaux titres de séjour étudiants qu'on accorde chaque année a augmenté de 70% en 10 ans. Ça, c'est clairement le résultat d'une volonté politique. C'est ce qu'on appelle la stratégie Bienvenue en France. On veut absolument avoir 500 000 étudiants étrangers sur le sol français en 2027. Et donc, on donne beaucoup de titres sans regarder ni le profil académique des étudiants, ni même leur capacité d'autosuffisance financière. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Le deuxième grand motif l'an dernier, c'est ce qu'on appelle le motif humanitaire. Donc, c'est essentiellement le droit d'asile. Et structurellement, c'est le canal d'immigration qui est en plus forte croissance ces dernières années. Aujourd'hui, en France, il y a environ 700 000 étrangers bénéficiaires de l'asile. Donc, c'est un nombre qui a triplé en 10 ans. Vous voyez, 700 000 personnes, c'est l'équivalent de la troisième ville du pays, un peu moins peuplée que Marseille, un peu plus peuplée que Lyon, entièrement composée d'étrangers bénéficiaires du droit d'asile en France. L'immigration familiale, qui vient d'être dépassée par le motif humanitaire, qui reste haute l'an dernier, mais qui est stable, de l'ordre de 90 000 nouveaux titres. Et puis enfin, l'immigration de travail, c'est là une spécificité française. Cette immigration de travail, elle est de longue date très faible dans le total de notre immigration. Et cette sous-représentation, c'est encore consolidé l'an dernier, parce que j'y reviens, c'est la seule immigration qui a diminué. Oui. Alors, Nicolas Bouvremonti, juste un mot par rapport à ça. Quand on dit droit d'asile, c'est parce que normalement, ça vient d'un pays en guerre. De pays en guerre, on dit voilà, vous êtes dans une période très difficile, enfin plus que difficile, mais on a l'impression que des pays, beaucoup d'immigrants viennent de pays où il n'y a pas la guerre, où il n'y a pas la répression, etc. En vérité, on a une image parfois un peu déformée du droit d'asile, parce qu'il y a effectivement une tradition française de l'asile. Bien sûr. Donc quand on dit droit d'asile, légitime. Bien sûr. Et quand on dit droit d'asile, instinctivement, on pense Boat People ou on pense Solzhenitsyn. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, les motifs d'octroi de l'asile se sont étendus de manière absolument hallucinante. Si on prend simplement les groupes sociaux, comme on dit, c'est le terme officiel, c'est-à-dire les populations qui ont gagné l'an dernier collectivement le droit au statut de réfugié si elles viennent en France pour déposer une demande, on trouve l'ensemble des femmes de Somalie, vous voyez, 10 millions de personnes qui ont collectivement droit à l'asile en France. Il y avait eu déjà les femmes afghanes l'an dernier, enfin l'année précédente, qui étaient 20 millions de personnes. Qui ont automatiquement droit d'asile. Toutes les femmes d'un pays
ont le droit au statut de réfugié. Toutes les femmes, c'est-à-dire potentiellement des millions de femmes d'Afghanistan ou de Somalie ont droit d'asile. Et oui, les chiffres, effectivement, 6 nouveaux Français sur 10 sont originaires d'Afrique. Absolument, ça c'est vraiment une spécificité française. Nous avons l'immigration la plus africaine d'Europe, 3 fois la moyenne de l'Union européenne pour ce qui relève de la part des immigrés africains dans le total de la population immigrée. Et donc parmi ces nouvelles populations qui ont le droit à l'asile, donc rien que l'an dernier, les femmes de Somalie, l'ensemble des enfants congolais accusés de sorcellerie devenus adultes. On avait déjà les albinos du Nigeria qui sont éligibles au statut de réfugié. Les personnes homosexuelles du Guatemala sont devenues éligibles à l'asile en France. Ah bon ? Après celles de Birmanie, les personnes homosexuelles du Guatemala, Togo, du Congo, dans leur totalité en potentiel. Tout à fait. Depuis 10 jours, les personnes transgenres du Pérou sont devenues une population collectivement éligible à l'asile en France. Vous exagérez là. Ah non, je vous assure que non. On croirait une parodie. Les personnes transgenres sont un groupe social collectivement éligible au statut de réfugié en France. C'est une décision de la Cour nationale du droit d'asile de la région. Alors, pour ce groupe précis, il vient de dire 10 jours. C'est ça, depuis une dizaine de jours, absolument. Mais voilà, en vérité, on avait pu faire ce travail déjà il y a un an, d'estimer la part de la population mondiale qui remplit un critère ou l'autre pour obtenir l'asile en France. Et c'est exact, on dit que potentiellement, je dis pas que on va dire, qu'il y a aujourd'hui, selon les lois édictées en France, il y aurait 600 millions de personnes qui pourraient venir. C'est effectivement notre estimation. Il y a de ça un an. On a fait ce travail d'estimer la part de population qui, dans l'état actuel du droit, sans tricher, sans mentir, simplement du fait de leur état de vie. Sans illégalité, très légalement. Sans illégalité. En se présentant en France, qui obtiendrait le droit d'asile de droit parce que c'est dans l'état actuel de notre ordre juridique. Et on a pu estimer effectivement à quasiment 600 millions de personnes, 580 millions à travers le monde qui remplissent ces critères. Et quand on dit ça, en vérité, il ne s'agit pas de dire que ce demi-milliard de personnes va tout entier venir en France et même qui va tout entier quitter ses pays d'origine. Mais il se trouve que l'asile, c'est à la fois le canal d'immigration qui a le plus augmenté ces dernières années, celui sur lequel le pouvoir politique n'a vraiment aucune prise, et c'est celui qui pose le plus de problèmes d'intégration économique et culturelle. Vous voyez, l'an dernier, pour la première fois, les Afghans sont devenus la 4e nationalité la plus nombreuse à obtenir des titres de séjour en France. Le trio de tête reste inchangé, ce sont les 3 pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, et juste derrière la Tunisie, vous avez maintenant l'Afghanistan, et ça c'est très clairement le résultat du droit d'asile. 95% des titres obtenus par des Afghans l'an dernier le sont sur le motif du droit d'asile. Et l'immigration afghane, c'est l'exemple même du genre de question que peut poser le droit d'asile. C'est-à-dire c'est une immigration que personne n'a souhaitée de toute évidence. Il y a maintenant environ 100 000 Afghans en France, que personne n'a prévu non plus. Et pourtant, c'est arrivé parce que le droit d'asile a cette capacité à faire surgir des diasporas imprévues sur le sol. Mais Nicolas Pouvremonti, alors non mais ça pose plusieurs questions. Quand vous dites les politiques ne peuvent rien faire, mais ce sont les politiques qui ont décidé cela. Les politiques ont choisi de se dessaisir ou se sont laissés dessaisir. C'est ça, c'est-à-dire que les politiques ont choisi sciemment de dire allez-y les gars, open bar, faites ce que vous voulez. Il y a 2 types de responsabilités dans l'augmentation de l'immigration dont on parle. Il y a une part de responsabilité active. Le cas de l'immigration étudiante est vraiment archétypal de ça. On fixe un objectif, 500 000 étudiants étrangers. Mais là, ils peuvent dire, oui, mais ils se sont formés en France, ils vont avoir ensuite des liens avec la France, etc. Il se trouve par ailleurs que 2 tiers des étudiants étrangers ne valident pas leur licence en 3 ans, que la moitié des aides sociales des Crous vont aux étudiants étrangers parce qu'on a des qu'ils ne sont pas autofinancés. Absolument. En fait, on exige un niveau de revenu pour les étudiants étrangers comme preuve d'autosuffisance de l'ordre de 615 € par mois. En vérité, personne ne vit avec 615 € par mois, c'est pas possible. Et donc, ça crée effectivement ces phénomènes de dépendance. Et ça crée par ailleurs aussi des opportunités de maintien sur le territoire après les études sans forcément lien économique. L'exemple type, ce sont les Algériens. Vous voyez, quand on regarde les données du ministère de l'Intérieur dans le détail, on se rend compte que vous prenez tous les Algériens qui obtiennent un premier titre de séjour étudiant une année N, vous les retrouvez 8 ans plus tard, en N-8. 8 ans plus tard, 61% de ces Algériens ont toujours un titre de séjour valide en France, dont les 2 tiers pour motif familial. Donc il y a évidemment un effet de détournement. Ça, c'est la responsabilité active, clairement, l'immigration étudiante. Et sur d'autres champs, on pourrait parler de responsabilité passive, parce que simplement, le politique a accepté de remettre les clés. Le droit d'asile, c'est l'archétype de ça, mais aussi sur l'immigration familiale. Vous voyez, aujourd'hui, le regroupement familial, il est protégé à peu près tous les niveaux de notre ordre juridique. Il est protégé par nos 5 cours suprêmes, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, la Cour de justice de l'Union européenne, la Convention européenne des droits de l'homme, et toute réforme de fond sur ce sujet se trouve très vite bloquée par des obstacles juridiques de cet ordre-là. Donc le politique a accepté de remettre les clés du camion, partie aux juges, en partie aux universités, et en partie aussi à un certain patronat, mais on pourra y revenir si vous le souhaitez. Oui, c'est clair. C'est avec le patronat qui dit, mais écoutez, ça nous ramène à 76, Bouygues, Chirac, Giscard. Le regroupement familial, c'est pas nouveau, ça fait 50 ans très exactement. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est quand même ce décalage presque abyssal, je dirais, entre on vous dit oui, non, il s'agit de contrôler, nous sommes pour l'immigration contrôlée. En fait, ils ne contrôlent plus rien.
Ah non. Soyons clairs. Non, très clairement. Très clairement, les chiffres de l'an dernier le montrent vraiment. C'est-à-dire que l'immigration qui augmente le plus, c'est celle sur laquelle le politique n'a aucun contrôle. Et d'ailleurs, la Cour des comptes elle-même le dit. C'est-à-dire que dans ses rapports sur l'immigration, elle dit explicitement, sur l'ensemble des titres de séjour accordés chaque année, il y en a à peine la moitié qui dépendent vraiment d'une décision du politique. C'est l'immigration économique et l'immigration étudiante. L'immigration familiale, on l'évoquait, elle est sanctuarisée à tous les niveaux. L'immigration d'asile, c'est encore plus vrai. Et d'ailleurs, quand on parle de ces titres de séjour, en vérité, on ne parle que d'une partie de l'immigration. Parce que les titres de séjour, ça concerne les étrangers extra-européens, légaux, adultes. Il y a toute une partie de l'immigration. On ne parle pas des clandestins. On ne parle pas des clandestins. Et dites-moi justement là-dessus, vous savez, il y a encore Darmanin qui en parlait, il y a encore Laurent Nunez qui en parlait, le ministre de l'Intérieur actuel. Alors il dit oui, 600 000, 800 000, on a aucun... En fait, par essence, si c'est clandestin, on n'a pas les chiffres exacts. Mais enfin, à peu près, on pourrait dire, c'est combien? On peut dire à peu près une échelle de valeur. Alors, on est réduit à des fourchettes, évidemment, parce que la nature du phénomène est clandestin par nature. Bien sûr. On peut raisonnablement estimer qu'il y a entre 700 000 et 900 000 étrangers en situation irrégulière sur le sol français. Potentiellement 1 million, mais il faut tenir compte du fait qu'en moyenne, on régularise 30 000 personnes par an. Donc vous voyez, sur 10 ans, il y a 300 000 clandestins qui sortent des données sur l'immigration clandestine simplement parce qu'on leur a donné un titre de séjour. Et ça invite aussi à relativiser une part du commentaire ces derniers jours sur la vague de régularisation annoncée par l'Espagne. Et effectivement, l'Espagne, à rebours d'un grand nombre de pays européens, a annoncé qu'ils allaient régulariser 500 000 personnes. C'est ça, sauf 500 000. Eux font en une vague de régularisation ce que nous, on fait sur 15 ans. Vous voyez, donc il n'y a pas d'écart si marquant en la matière. Et les chiffres de l'an dernier montrent plusieurs choses. D'abord, effectivement, une petite hausse des éloignements de clandestins. Alors, on revient simplement au niveau d'avant Covid. En fait, c'est la hausse c'est la hausse diminuée par rapport à, il s'appelle ça baisse. C'est ça. En fait, on revient à ce qui est arrivé avant le confinement, parce que le confinement avait mis en pause l'éloignement pendant très longtemps. On revient à ce qu'on faisait en 2019. Sauf que depuis 2019, la population clandestine, telle qu'on peut l'estimer avec le nombre de bénéficiaires de l'aide médicale d'État, a augmenté de 40%. Donc ça veut dire qu'on a très potentiellement 40% de clandestins en plus par rapport à 2019, mais qu'on est simplement revenu au niveau d'éloignement de 2019. Aujourd'hui, il y a un effet de saturation de l'État face à l'immigration clandestine parce qu'on n'a pas assez de place en centre de rétention administrative, parce que à tous les niveaux du processus d'éloignement, on fait intervenir des juridictions, notamment les juges des libertés et de la détention, qui trouvent souvent des raisons pour libérer les clandestins, y compris ceux qu'on place en centre de rétention, qui sont pourtant parmi les plus dangereux parce qu'on priorise ces profils-là. Donc oui, l'immigration clandestine aujourd'hui, elle fait partie du champ de la perte de contrôle, c'est certain. Et alors, sans faire de corrélation, parce qu'on va dire immigration, insécurité, ce n'est pas corrélé, mais on a vu les chiffres, en tout cas, du ministère de l'Intérieur aujourd'hui, sur la hausse de la criminalité, qui est aussi tout à fait, hélas, remarquable et remarqué. Juste un mot, Nicolas Pauvremonti. Au fond, ce que vous décrivez là, est-ce qu'on décrit en mettant depuis 10 ans, 15 ans, au fond, on a l'impression d'une situation, donc, que pratiquement personne, en tout cas, ne maîtrise, et que, au fond, ça peut continuer encore jusqu'à quand? Mais c'est toute la question. C'est-à-dire que la situation que vous décrivez, qui est une situation de tension démocratique en vérité, parce que d'une part, il n'y a jamais eu autant d'immigration en France qu'aujourd'hui, mais d'autre part, les Français n'ont jamais été aussi opposés à l'immigration dans son ampleur et sa nature contemporaine. Dans les sondages, absolument, etc., il y a à peu près un sondage par mois. Il y en a encore eu un hier d'Odoxa pour le Figaro, et on a toujours les mêmes proportions. C'était 70% des Français qui estiment qu'il y a aujourd'hui trop d'immigration en France, de manière d'ailleurs beaucoup plus transversale aux différents électorats que ce qu'on pense souvent. C'est évidemment 95% des électeurs du RN qui se disent d'accord avec ce constat, mais c'est aussi 2/3 des électeurs macronistes, c'est une petite moitié de l'électorat de gauche. Oui, c'est ça, il y a une moitié, il faut le dire, des électorats de gauche qui sont aussi vent debout contre... Mais oui, et on peut qu'être surpris par la relative invisibilisation de cet électorat par la gauche officielle. Et donc, cette situation de tension démocratique, elle ne pourra pas durer éternellement. En France, les grandes conversations nationales, on les a normalement au moment de l'élection présidentielle. Et on peut espérer, on peut souhaiter que l'immigration soit l'un des sujets majeurs, si ce n'est le sujet majeur de la prochaine campagne présidentielle, parce qu'il est au cœur de la crise démocratique, parce que c'est un sujet qui en détermine beaucoup d'autres, et parce qu'en vérité, on a déjà perdu beaucoup d'occasions d'avoir cette conversation. On aurait pu en parler en 2022, mais il y a eu les derniers feux du Covid et les premiers feux de la guerre en Ukraine. 2017, l'affaire Fillon, qui a fait qu'on n'a pas parlé de grand-chose en vérité. Il s'agit qu'on puisse enfin en parler en 2027, parce que si on veut lever les obstacles très lourds qu'on a pu décrire à l'instant, il faut un mandat politique clair, et un mandat politique clair, c'est une présidentielle et un fait majoritaire.
Alors il y a quand même deux remarques qu'on peut faire. C'est que d'un côté, il y a ce soir à Paris, je crois, une très grande manifestation contre ICE, aux États-Unis, la police de la remigration, vous savez, les bords des frontières. Alors, c'est en France qu'on s'indigne de façon incroyable sur ce qui se passe aux États-Unis. C'est très intéressant. En revanche, pas un mot sur l'Iran, pas un mot là-dessus. On est absolument tranquille. Mais quelque part, peut-être que, à votre avis, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va proposer peut-être cette chose dont on ne parle plus depuis 20 ans et qui est inscrit dans l'article 3 de la Constitution française, le référendum? Est-ce qu'on va éventuellement consulter les Français sur cette question? Oui, bien sûr. Enfin, je pense qu'on y viendra. En tout cas, je pense qu'il faut y venir. Ça pose deux questions. La première sur les modalités d'organisation. On sait que le Conseil constitutionnel sera très regardant sur les décrets de convocation. On ne peut pas écarter l'hypothèse d'une tentative de blocage a priori du référendum, mais il s'agira évidemment de passer outre et il s'agira de faire prévaloir la volonté politique et notamment la volonté exprimée par la nation dans sa forme électorale. Et la deuxième question importante, c'est que le référendum est un vecteur. Il s'agit de savoir quelles sont les questions posées. Et ça ne peut évidemment pas être une seule question. Êtes-vous pour ou contre l'immigration? Bien sûr. Il y a deux possibilités. Soit on propose un projet de loi constitutionnel clé en main, avec un ensemble d'éléments dans ce texte qu'il s'agira d'approuver ou de rejeter en bloc. Soit on pourrait envisager un référendum avec un ensemble de questions, peut-être une dizaine, une quinzaine. Mais en tout cas, il ne faudra pas se rater sur le contenu du référendum parce que qui que soit le président ou le gouvernement qui visera à organiser ce référendum, il aura sans doute peu d'occasions d'organiser un deuxième référendum sur l'immigration au cours d'un mandat. Donc, encore faut-il qu'on ait envie de faire un premier. Merci Nicolas Pouvremont-Monti. Merci pour vos éclaircissements. Merci à vous d'être venu sur Sud Radio, André Berkoff. On se retrouve dans un instant et on va parler du fameux voyage de Ségolène Royal en Algérie. Diplomate ou politicienne, André? Vous nous donnerez votre point de vue effectivement sur son voyage. On en parle dans un instant et on vous donne aussi la parole, chers auditeurs. Réagissez au 0826 300 300 et prenez la parole en direct sur Sud Radio. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. L'hymne algérien sur Sud Radio pour parler effectivement de Ségolène Royal qui s'est rendue cette semaine en Algérie, André Berkoff. L'ancienne ministre qui a été récemment nommée à la tête de l'association France-Algérie a donc été reçue à Alger par le président Tebboune et écoutons le discours qu'elle a prononcé à la sortie de cette audience. L'histoire entre la France et l'Algérie est une histoire blessée, faite de domination, de violences indignes, mais aussi de lutte, de résistance, de destins mêlés, de familles construites entre les deux rives, de projets économiques et culturels communs, de partenariats et de potentiels trop souvent occultés ou méconnus que nous devons mettre en valeur. Il faut faire reculer les postures politiciennes, les provocations, les discours qui déchirent, de la part de ceux qui ne veulent pas que l'Algérie avance. On comprend Ségolène Royal. Il faut quand même oublier, et ne pas oublier plutôt, qu'elle a été ambassadeur auprès des pôles. Vous savez qu'elle a été pendant quelques années représentante de la France en Antarctique et en Arctique. Donc, elle parlait beaucoup aux pingouins, mais ça a été un peu compliqué. Elle s'est dit que les pingouins, ça n'avait pas beaucoup de répondants. Donc, elle s'est dit, je vais aller voir Tebboune, c'est quand même plus intéressant que les pingouins, ce en quoi nous l'approuvons tout à fait. Maintenant, elle est allée pourquoi ? Alors, elle est allée pourquoi ? Bon, il paraît qu'elle a rencontré Christophe Glaise. Vous savez, ce journaliste français qui est toujours prisonnier à Alger, journaliste sportif. On ne sait pas exactement pourquoi. On l'accuse d'espionnage, alors qu'il avait rencontré l'équipe de football kabyle. Enfin bon, elle y est allée. Si elle peut contribuer à la libération de Christophe Glaise, c'est très bien. Maintenant,
c'est très bien de parler de ça. Évidemment, réconciliation entre la France et l'Algérie. Mais on sait que ce n'est pas par des visites comme ça que ça s'arrangera. C'est un problème politique, c'est un problème de rapport de force, tout le monde le sait. C'est depuis 60 ans. Nous avons reçu à plusieurs reprises Christophe Driancourt, l'ancien ambassadeur de France en Algérie, qui remarquablement a compris tout cela de façon très très forte. Et alors, elle dit, il faut faire reculer les postures politiciennes, les provocations, les discours qui déchirent de la part de ceux qui ne veulent pas que l'Algérie avance. Attendez, qui est allé dire pendant la campagne présidentielle en 2017 que la colonisation était un crime contre l'humanité? C'est un certain Emmanuel Macron. Qui a été dire qu'il n'y a plus de culture française et compagnie? Et qui a été dire, alors, c'est très bien d'aller, mais on aurait aimé que tous ces gens se mobilisent beaucoup plus. Ce silence assourdissant qui a suivi la capture, l'emprisonnement de Boualem Sansal pendant 1 an à Alger, eh ben on l'a pas beaucoup vu. Donc, et elle estime quand même, Ségolène Royal, elle dit ça. La France devrait restituer les biens culturels, les archives à l'Algérie. Donc, est-ce que c'est quoi? C'est une situation d'excuse? C'est une situation de repentance? On ne sait pas. Madame Royal se mélanchonise, André Berkoff, non? Non, je crois que Madame Royal est en quête d'un statut politique. Vous savez, c'est très dur. La politique est une drogue dure. La politique, c'est vraiment... Et quand on est accro, il faut retrouver un rôle. Et on comprend. Et Ségolène Royal, on lui... Vraiment, parce qu'on voit comment elle est là. Vous savez, à chaque remaniement ministériel, je suis là. À chaque remaniement à gauche ou à droite, je suis là. Vous savez, c'est un peu comme Manuel Valls. Ils sont là. On ne sait pas quand on va les prendre, mais ils sont là. Donc, il faut que Ségolène Royal, et je lui souhaite, de retrouver une place, parce que c'est très, très, très dur quand on est orpheline de son statut. Oui, André Berkoff, en revanche, on ne sait pas si elle a parlé effectivement des OQTF. En revanche, Sarah Knafo, candidate Reconquête à la mairie de Paris, elle s'est exprimée cette semaine sur France Info. Elle s'est exprimée notamment sur le taux d'exécution des OQTF en France. Et on a une hausse des interpellations, une hausse des éloignements en 2025. Donc ça marche pas. Vous connaissez le taux d'exécution des OQTF en France? Il est extrêmement faible, mais ça progresse. Vous le connaissez? C'est moins de 10%. Voilà, moins de 10%. Une politique publique qui a 90% d'échecs, on va s'en satisfaire sur ce plateau? On est content? En tout cas, ça progresse. Est-ce qu'on est content de 90% d'échecs? On peut pas être satisfait, vous êtes d'accord? On paye des impôts et on a une politique publique qui a 90% d'échecs. Dans n'importe quelle entreprise privée, un patron qui a 90% d'échecs, il s'en va, vous êtes d'accord? Nous, on trouve ça normal. C'est naturel d'avoir moins de 10% d'exécution des OQTF. Donc, j'en arrive aux mesures, parce que c'est quand même l'essentiel. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi on vous fait entendre, auditeur résistant de Sud Radio? Parce que c'est une leçon de pédagogie pour les journalistes, pour certains journalistes. Vous voyez, il y a 2 journalistes de France Info qui sont là, donc, et qui interrogent pour un peu la faire trébucher. C'est normal, ça fait partie du jeu. Et il leur dit, vous regardez, mais quand même, il y a des progrès. Sur les OQTF, elle dit, quel progrès? Est-ce qu'on considère que quand moins de 10% des OQTF, je rappelle OQTF, obligation de quitter le territoire français. Ça, c'est avant que vous le rigoliez. Obligation. Or, il y a 10% des OQTF qui sont véritablement exécutés. Et qu'est-ce qu'elle leur dit? Ah, mais ça progresse. Ah oui, demain ce sera 11%, peut-être après-demain 12%, et puis après 12,5%, et peut-être qu'on arrivera à 13%. Qu'est-ce que c'est que cette manière, pardon, j'ai pas à donner des leçons, mais quand même de faire du journalisme? Qu'est-ce que c'est? On va essayer. Et elle leur dit, écoutez, ça veut dire que 90% des OQTF ne sont pas exécutés, et c'est vrai, quel genre d'entreprise, quel patron, quelle politique digne de ce nom devrait accepter ça? Eh ben non. Voilà. Et entre parenthèses, avant qu'on aille plus loin, je voudrais quand même dire combien est notre joie que Boualem Sansal a été élu à l'Académie française. Elle a été élue par 26 voix sur 27. Intéressant de savoir qui est le 27e, qui l'a pas voulu, mais enfin, c'est son problème. Voilà, Boualem Sansal, d'ailleurs, on aurait aimé, vous savez que Arnaud Benedetti, faisait partie du comité de libération de Boualem Sansal quand il était prisonnier, il y a eu plusieurs démarches chez les académiciens pour dire, écoutez, pourquoi, symboliquement, vous n'élisez pas Boualem Sansal, qui est un grand écrivain franco-algérien, qui a écrit des livres remarquables, pourquoi vous n'élisez pas à l'Académie française? Eh ben, il y avait beaucoup de réticence. Eh bien, maintenant qu'il est sorti, eh bien, on l'a élu, tant mieux. Écoutez, il n'est jamais trop tard pour bien élire, donc, bravo, salut à Boualem Sansal, qu'on espère recevoir très bientôt sur Sud Radio.
Barayer, André Berkov, ce cri de liberté du peuple iranien en Iran, où l'une des répressions les plus meurtrières du 21e siècle a lieu, André. Eh bien, cette semaine, la France a enfin annoncé soutenir l'inscription des gardiens de la Révolution sur la liste européenne des organisations terroristes. André, que de peloton quand même, la France, hein? Écoutez, oui, que de peloton, Céline pouvait le dire. Vous savez qu'en Iran actuellement, on ne sait pas combien de morts on est, on sait entre 30 000, 40 000, 50 000 morts en une semaine. Hein, en une semaine. Attention, on massacre son propre peuple, des hommes, des femmes et des enfants, à main nue bien sûr, parce que les armes, on sait de quel côté elles sont, les armes. Vous avez vu quand même par rapport à d'autres conflits au Proche-Orient ou ailleurs, par rapport à d'autres conflits en Arménie ou ailleurs, ah ben le silence est assourdissant. Hein. Je vais dire, vous avez marqué. Ah non, là, il y a les bonnes victimes et les mauvaises victimes, les bons bourreaux et les mauvais bourreaux. Hein. On ne parle que des... Attention, il faut choisir son camp. Mais qui a choisi son camp ? Mais c'est quoi cette attitude ? Mais c'est quoi ? Attendez, un criminel est un criminel, un salaud est un salaud, un massacreur est un massacreur. Ben l'Iran, non. Jusqu'au moment où effectivement les gardiens de la Révolution, plusieurs pays d'Europe ont dit il faut l'inscrire sur la liste des organisations terroristes. Et qui traînait des pieds ? Qui traînait des pieds ? Ben la France. La France, heureusement, enfin, au bout de, je ne sais pas combien de milliers de massacrés, a dit oui. Alors donc, l'Union européenne a décidé d'ajouter les gardiens de la Révolution en Iran à la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Mais pendant ce temps-là, le massacre continue. Mais voilà, et on entend plusieurs voix dire, et j'adore, c'est une façon de parler. Oui, mais le peuple iranien doit se libérer de lui-même, dit-on, dans nos bons fauteuils en soie. Mais bande de crétins, est-ce que la France s'est libérée elle-même du nazi s'il n'y avait pas eu les Américains et les Russes ? On aurait été libérés, nous, en 40-45 ? Alors cette hypocrisie, elle est ignoble, elle est lamentable. Et franchement, il faut le répéter. Et vous, chers auditeurs, qu'en pensez-vous ? Réagissez en direct sur Sud Radio au 0826 300 300. Dans un instant, André Berkov, nous allons parler de la France qui brade ses bijoux de famille et qui a vendu aux Américains un fleuron français de l'armement. Incroyable. André Berkov va réagir à ce sujet dans un instant sur Sud Radio et on vous donne la parole. Appelez-nous tout de suite 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. André Berkov, Céline Alonso. André Berkov, nous allons donner tout de suite la parole en direct sur Sud Radio à des auditeurs et notamment à Paul qui nous appelle de Razimé dans le Lot-et-Garonne. Bonjour à vous. Oui, bonjour Paul. Bonjour André, bonjour Céline, bonjour Jacques. On vous écoute, Paul. Je voulais parler de Ségolène Royal qui insulte un peu les Français depuis l'Algérie. Alors que Ségolène Royal, dans un article du 28 janvier, c'est pas vieux, du Sud-Ouest, on apprend qu'elle a laissé 111 millions d'euros d'impayés à la région, 140 millions d'emprunts toxiques. Alors je pense qu'avant de vouloir donner des leçons, il faudrait quand même avoir le cul propre pour monter au cocotier, comme on dit. C'est pénible de systématiquement rabaisser, insulter les Français depuis l'étranger. Les Français, ils ont accueilli, les Algériens qui sont venus, ils ont été accueillis. Donc à un moment donné, il faut arrêter cette victimisation. C'est impossible d'apaiser les choses et on maintient des tensions intracommunautaires et ça vaut rien, quoi. À un moment donné, il faut qu'ils arrêtent, ces gens de gauche, de vouloir donner des leçons. Eux, ils font du tout, à part vouloir sauver leur cul, c'est tout. Ils veulent sauver leur poste, c'est tout. Écoutez, je ne connais pas les chiffres, effectivement, là je ne vais pas discuter des chiffres, mais Paul, bon, effectivement, il y a un vrai problème, mais vous savez, un politique, il ne sait pas faire s'il ne parle pas presque tout le temps. Alors bon, Ségolène Royal le fait, comme tout le monde, ça n'a pas plus ou moins d'importance que ça, mais vous avez effectivement, il faut rappeler effectivement ces contradictions-là, et ces contradictions, malheureusement, elles sont partagées par beaucoup trop de gens qui prétendent nous représenter. Nous avons aussi, je crois, quelqu'un d'autre. Oui, Olivier qui nous appelle de Arles. Bonjour à vous, Olivier. Oui, Olivier. Oui,
bonjour André. Oui, moi je voulais parler de l'immigration. Oui. Alors, la question essentielle, c'est est-ce que la France a les capacités d'accueillir tout ce monde ? Parce que... Vous vous rappelez de la question, est-ce qu'on peut accueillir toute la misère du monde ? Oui, parce que souvent c'est une misère. Hein. Alors on peut la réguler d'une certaine manière sur certaines personnes qui viennent avec la main tendue pour recevoir, parce que la France elle donne trop. Mais qui c'est qui a incité les gens à venir ? Moi j'ai souvenir qu'il y avait un Premier ministre qui avait dit à François Mitterrand, président de la République, il y a beaucoup trop d'étrangers en France. Il a dit ah oui, eh bien allez hop. On les fait tous français. 5 millions d'étrangers sont devenus français. Merci Mitterrand. Donc les autres, ils ont dit, mais nous aussi, on va venir. Hein. Il n'y a pas de raison. Après, accueillir, comme j'ai entendu tout à l'heure, toutes les femmes afghanes qui sont oppressées. C'est un scandale qui se passe là-bas. Je ne sais pas pourquoi les Américains sont partis d'ailleurs. Mais elles devraient toutes partir. Elles devraient toutes quitter le pays et venir se partager dans le restant de l'Europe. Comme ça, les frères musulmans, ils seraient entre eux, ils feraient ce qu'ils veulent, et quand ils meurent, la extinction des imbéciles, et voilà. Oui, vous dites, en fait, c'est ça ce que vous dites, Olivier, il n'y a pas de contrôle, et on se demande jusqu'où, et on se demande qui a ouvert les vannes comme ça. Enfin, ça, qui a ouvert les vannes, on le sait, ça. Mais le problème, il y a beaucoup de gens qui arrivent avec la politique de la main tendue, hein, on leur donne. Moi, vous savez, ma maman, elle touche 700 € par mois, elle a 94 ans, elle a élevé 7 enfants, elle est seule. Bon, on est là, on l'aide, parce que quand je vois que des étrangers arrivent et qui touchent plus qu'elle, ça me meurt de moi, quoi. Oui, c'est un homme, et je comprends, c'est un vrai problème. J'avoue que Didier, il faut on va parler, Didier, on va parler de la vente de LBM à Aerospace tout de suite, mais pour le moment, on va avancer le sujet. Ma France, celle du vieil Hugo tenant de son exil. Des enfants de 5 ans travaillant dans... Et oui, cette belle France chantée par Jean Ferrat, André Berkoff. Eh bien, aujourd'hui, notre France brade ses bijoux de famille, André. Mercredi, Bercy a validé la vente de LMB à Espace. C'est un fleuron français de l'armement et il a été vendu à un groupe américain. Alors, les USA, André, continueraient-ils de nous plumer ? Les USA continueront de nous plumer parce qu'on veut bien se laisser plumer. Comme la Chine, comme tout le monde, c'est normal. Je serai américain, du moment que j'ai une poule qui accepte de se laisser plumer, mais je vais la plumer. Mais évidemment, plumera pas. Mais qu'est-ce qui se passe là ? Vous savez exactement, il faut en parler quand même quelques minutes parce que c'est très important que les gens le sachent. Donc, ce qui s'est passé, c'est que fin 2025, le ministre de l'économie, Roland Lescure, malgré un avis défavorable de la Direction générale de l'armement, Bercy a autorisé donc la vente de cette LBM. Voilà, LBM. Alors c'est quoi LBM ? Regardez bien. LBM fournit des pièces pour Rafale, hélicoptères et sous-marins nucléaires. Donc le rachat de l'entreprise LBM par le groupe LOAR, le groupe américain, donc conditions extrêmement strictes, dit-on, la protéger les intérêts nationaux, on va garantir notamment la pérennité des activités de LMB en France, voilà. On vend, on continue de vendre, après quoi ? Et je voudrais vous donner une liste, c'est pas la liste de Schindler, c'est la liste, effectivement, de tous les bijoux, tous. Non, ça demanderait 3 heures. Écoutez bien, ce qui a été... Alors, Groupe Atlantique, chauffage et climatisation, 2025. Leader français des pompes à chaleur fondé en 1968 à La Roche-sur-Yon, a été repris par le consortium nippo-américain Paloma RIM. Grand Frais, vous entendez tous, Grand Frais, alimentation, vendu au fonds d'investissement américain Apollo. Ouais, Grand Frais! Ouais, très bien. Petit bateau après le Grand Frais. Le groupe Rocher, propriétaire de la marque de cosmétiques Yves Rocher, a annoncé la vente de l'entreprise de prêt-à-porter pour enfants Petit Bateau au groupe américain Regent. Yes, au savoir, ce sera le Little Regent et plus le Petit Bateau. Et on continue. Diplomatique, intelligence artificielle. Eh bien, Diplomatique a été acquise par le groupe britannique IQE Geo. Impulse, logiciel, vendu, pavillon espagnol chez Mapal Group. Vancorec,
Chimie, reprise par le groupe chinois Wanhua, parce qu'il ne faut pas oublier les Chinois quand même, il n'y a pas de raison. L'équipement automotive GMD a été acquis par la société chinoise DSBJ. La Safra, bien sûr, dernier constructeur français de bus à hydrogène, est passé sous pavillon chinois. Et je rappelle quand même, pour la bonne bouche, hein, Alstom, tout le Oui, Alcatel, ça dure depuis etc. plus de 10 ans, André, tout ça. 10 cette ans, braderie. 15 ans, formidable. Ouais. C'est-à-dire que pendant qu'on nous explique, mais oui, il faut retrouver la souveraineté. Alors comment on trouve la souveraineté? Nous avons envoyé 15 soldats au Groenland. Mais oui, on l'a arrêté. Trump s'est couché. Trump, il est en cauchemar là, actuellement. 15 Français, 15 soldats français au Groenland. Ils sont partis d'ailleurs, comme les soldats allemands. Mais on est où là? Non mais franchement, est-ce qu'on peut poser la question on est où? Alors Didier, vous êtes en ligne Didier? Oui, il est avec nous. Didier, bonjour Didier qui nous appelle de Berne-sur-Oise. Bonjour à vous. Alors qu'est-ce que vous en pensez Didier? Ouais. Bonjour Monsieur Bercoff. Bonjour. Moi, ce que j'en pense, c'est pas grand-chose. Je vais dire que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est une logique implacable en fait. L'objectif, moi je me souviens quand on a refusé l'Europe au temps de Sarkozy, qu'on nous a forcé à rentrer dans cette Europe, j'ai dit mais de toute façon, si on rentre de cette manière-là, on va devenir, puisque c'est arrivé au moment où on a fait toute l'aide à la personne, les sociétés, les micro-entreprises, les auto-entrepreneurs, tout est arrivé à ce moment-là. Tu dis, bah, c'est bien, en fin de compte, on va devenir la poubelle de l'Europe. Et c'est tout simplement ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire qu'on va plus avoir besoin de gouvernement puisqu'on se fait diriger par l'étranger et on donne en permanence des leçons de morale à tout ce qui peut être fait en dehors de nos frontières. Et au bout du compte, on fait pire. On perd tout en fait. On a tout perdu en France. On était des champions du monde. On devient des losers. On n'a plus rien chez nous en fait. Et on va dépendre des Américains. Quand on sait qu'ils peuvent gérer l'histoire de leurs avions qui sont en Belgique, en Allemagne, qui peuvent les stopper en appuyant sur un bouton. Les F-35, notamment les F-35 et autres. Oui, tout à fait. Bah oui, ils vont faire la même chose avec nos Rafales en fait. Oui. Non, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'on a l'impression, vous savez, de jouer dans une espèce de comédie. On ne sait plus qui fait quoi. On ne sait plus que les mots ont perdu leur sens et les sens leurs mots. On ne sait plus et on entend des discours. Vous savez, jamais, Didier, jamais le narratif officiel n'a été aussi loin du réel. C'est ça qui se passe. Oui. C'est une espèce d'écart, mais je ne sais pas, de béant comme ça, abyssal, entre le narratif et le réel. Oui, à qui mérite le crime là pour l'instant? À qui bénéficie? Qui bénéficie de ça? Parce que il y a un truc qui est pas logique. Il y a plusieurs décennies, on parlait de circulation de valises, mais aujourd'hui, ça se passe comment en fait? Mais justement, ça s'appelle, vous savez, c'est très mauvais pour le vin, ça s'appelle, allez, on va pas dire les pots de vin, on ne sait pas, on va pas affirmer cela, mais il y a un problème quand même qui est posé, vous avez raison, à qui profitent ces espèces de ventes? On sait très bien en tout cas que ça profite à quelqu'un, de l'Ukraine à l'Oural en passant par l'Amérique du Sud, notamment le Venezuela, on sait très bien que ça se passe, et ça, voilà, et pendant ce temps-là, nous, on est les dindons de la farce. C'est bien ça. Merci Didier d'être intervenu sur Sud Radio. Dans un instant, André, on continue avec la culture dans tous ses états. Notre invité sera l'avocat Ghislain Benassa, qui publie un essai remarquable, André, l'histoire secrète des hommes qui vendent la France à l'Union européenne. On vous raconte tout dans une poignée de secondes. C'est lié, on vend par appartement et l'Union européenne nous achète.